doit s'engager à la fois dans une réduction de gaz à effet de serre. Il faut les réduire globalement de moitié d'ici 2050, ce qui veut dire pour les pays industrialisés, entre 25 et 40 demain matin, c'est-à-dire 2020, c'est des décisions maintenant. Les pays émergents, les grands émergents, peuvent continuer à croître, mais décarboner leur économie, c'est en gros aller eux directement à une économie d'énergie renouvelable, plus sobre en carbone, plus respectueuse des ressources, avec un pic. Troisièmement, un quart de la planète, des continents entiers connaissent déjà le chaos climatique. Ce sont les plus pauvres, ils n'ont pas de ressources, pas de croissance, et ils subissent cette situation. Et en même temps, ils peuvent faire partie de la solution. C'est ce que défendu tout à l'heure de l'ONU, c'est-à-dire un discours sur l'ensemble de ce que je viens de dire et un focus particulier. Il faut qu'on sorte d'une forme d'hypocrisie où on a dit ou pensé que le marché et le marché carbone permettraient d'aider ces pays à s'adapter. Pour des raisons simples, c'est que le marché carbone ou les mécanismes de développement propre s'appliquent essentiellement à des régions déjà très industrielles qui veulent baisser d'une manière ou d'une autre leurs émissions. Donc j'ai reproposé qu'on sorte de l'ambiguïté sur ce financement des pays très vulnérables, qu'il y ait un plan d'équipement de 100% d'économie d'énergie renouvelable dans ces pays-là, Bangladesh, Cambodge, Laos, l'essentiel de l'Afrique et quelques grandes régions du monde particulièrement sinistrées, même si elles ne sont pas dans des pays dans la catégorie pays les moins avancés de l'ONU. Ceux qui considèrent que la phrase « accord satisfaisant avec effort comparable » voudrait dire l'engagement des mêmes résultats que l'Europe. Ça réduit le champ considérablement. Et il y a ceux qui considèrent qu'un effort comparable, eh bien une baisse de l'intensité carbone et un pic, une date de pic, un principe de pic pour les grands émergents et un Waxman amélioré avec une accélération de l'effort sur 2030 peut être considéré comme comparable, même si le résultat n'est pas identique. Nous sommes plutôt, nous, pour l'interprétation la plus haute, la plus ambitieuse en termes de réduction de ce débat-là. Donc avec quelle solution vous voulez envisager et quelles solutions, d'après vous, ont peut-être l'avantage d'être adoptées? Il s'agit des grands pays vulnérables, Bangladesh, Cambodge, Laos, et plus près de nous, l'Afrique, et quelques îles qui sont en grand danger. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Du développement, de l'adaptation, énergie renouvelable à 100%, 5 fois plus qu'il y en a aujourd'hui en Afrique, l'alerte précoce, la détection des forêts, la reforestation, l'érosion fluviale et côtière. Pour tout ça, c'est un programme global de 5 à 600 milliards de dollars sur une ou deux générations, ce qui fait une trentaine de milliards par an, un fonds automatique, public, prévisible. C'est très peu de choses à l'échelle des flux financiers du monde. Une toute petite taxe de 0,001% sur les transactions financières, vous ne verriez même pas, et on pourrait. Eux, quoi qu'il arrive, mais même avec l'accord le plus ambitieux à Copenhague, le lac Tchad, il va continuer à avoir de moins en moins. Le désert va continuer à progresser. La forêt a reculé. Les précipitations sur les plateaux d'Éthiopie vont continuer à éroder les sols. Donc, il faut bien qu'on... Et ce sont quand même des énergies. Et en plus, pour nous, c'est un intérêt, mais même froidement économique, d'avoir un continent qui se développe, qui a un vrai développement, droit à l'éducation, droit à la santé, droit au développement économique en face de nous. Donc voilà, un financement automatique qui est tout petit. C'est rien à l'échelle
de la planète écologique. Ça vous embête si certains estiment que par exemple ça ressemblerait à une forme de retour de la tactovine? Non, ça m'est complètement égal. L'essentiel, c'est que ça arrive au bon endroit. Ok. Et le bonjour.